Je suis ravie d'être là, c'est un plaisir pour moi et un merci particulier à Pascal et à son épouse. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de combien pendant des années j'ai défini ma valeur au travers le regard des autres et comment finalement Jésus m'a rattrapée par son amour et surtout au travers l'œuvre de la croix. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi c'est Cindy, donc je suis avant tout fille de Dieu, épouse de mon mari que vous avez dû apercevoir, Franklin Coitier, et maman de 2 enfants, mon aîné Vicky qui a 3 ans et à mon dernier qui a à peine 5 mois qui est avec papa derrière. Et j'ai été mannequin en agence pendant 10 ans. Je continue aujourd'hui, mais différemment. Donc je suis plus en agence et c'est un peu aussi l'objet du témoignage, entre autres. Et je me suis reconvertie en tant qu'entrepreneur, justement, dans l'univers des médias. Mais du coup, avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années, on va dire, pendant ces 10 années, oui, en agence. Donc voilà. Donc pour comprendre déjà mes problématiques, on va dire, avec ma valeur, il faut forcément, comme toujours, je pense, revenir à l'enfance. Du coup, moi, je suis née en Côte d'Ivoire, donc je suis métisse franco-ivoirienne, pas dans une famille chrétienne. Donc mon père, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas croyant. Je prie un jour, mais c'est pas encore le cas. Et ma mère, à l'époque, qui était croyante, mais non pratiquante. J'ai eu une enfance, on va dire, normale, mais c'est vrai que très rapidement, j'ai ressenti déjà des problèmes dans mon identité. Parce que j'avais une maman qui m'aimait et qui m'aime d'ailleurs de tout son cœur jusqu'à aujourd'hui, ça j'ai pas de doute, mais qui malheureusement elle aussi avait des vrais problèmes identitaires, des vrais problèmes avec sa propre valeur et aussi une relation très conflictuelle avec sa mère, enfin même pas conflictuelle, c'est sa mère l'a carrément rejetée. Donc il y avait déjà des dysfonctionnements et malheureusement je pense, aujourd'hui je peux le dire, à l'époque je ne comprenais pas bien sûr, mais avec le recul j'ai compris qu'elle n'a pas pu me donner ce qu'elle n'avait tout simplement pas. Donc elle m'aimait, ça je ne doute pas, mais mon caractère unique, on va dire, ma personnalité n'était pas acceptée et je suis très différente de ma maman. Déjà, on est vraiment des personnalités très opposées et je crois qu'elle n'était pas prête à gérer tout ça. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'il y avait certaines situations où elle ne se rendait pas compte, mais elle pouvait complètement rejeter qui j'étais, comment j'étais, ma personnalité tout simplement. Et mon père, alors du coup, mon père a beaucoup comblé. C'était vraiment, enfin jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on est très 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 proches et on se ressemble énormément, même dans la personnalité et le caractère. Mais du coup, ça avait créé comme un peu Ésaü et Jacob. Je sentais vraiment que mon père, c'était un peu lui qui me voilà, qui comblait ce petit manque-là, ce petit vide malgré elle qu'il y avait. Et ça pouvait créer en plus des problématiques entre eux, surtout quand il y a eu mon frère donc, qui est né à sa naissance, donc j'avais 3 ans, où là, pour le coup, j'ai ressenti déjà toute petite le rejet, parce que bah, malheureusement, et je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas forcément en plus de l'importance de préparer à l'arrivée d'un deuxième, comme maintenant on peut le faire au travers même les réseaux, les psychologues. À l'époque, ce n'est pas quelque chose forcément qu'on faisait, donc malheureusement, ils ne m'ont pas préparé à l'arrivée de mon frère, et je sais que ma mère avait aussi tout ce travail à faire en elle, mais qu'elle n'en avait pas conscience. Et du coup, quand il est arrivé, j'ai vraiment vécu comme un rejet. Ça a été vraiment un rejet, puisque je n'étais pas prête. Et du jour au lendemain, je suis passée de la fille unique, entre guillemets, qui avait quand même l'attention aussi de tout le monde, malgré ses petites problématiques, à celle qui est rejetée. Et j'avais 3 ans, mais mes parents me racontent même que je suis tombée malade physiquement, tellement ça a été violent, au point où j'ai fait pendant près de 2 semaines de la fièvre à 41 degrés. Et j'ai des souvenirs aujourd'hui où j'ai 32 ans. Pour vous dire, ça a vraiment été un traumatisme. Et ça a été les premières expériences avec le rejet. Puis avec ma mère où ça s'est encore plus intensifié parce que dès petite, je voyais pour le coup que le fait qu'elle ait un garçon, c'était différent parce que ça la renvoyait pas à la relation qu'elle avait avec sa mère vu que c'était un garçon. Alors que moi, j'étais une fille et je pense qu'inconsciemment, malgré elle, ça la renvoyait à toutes les insécurités, à tout ce qu'elle avait pu vivre avec sa mère. Et dès là, il y a eu les premières racines de timidité du coup qui ont grandi en moi, de rejet. Donc ça fait que non seulement j'ai été rejetée enfin je l'ai vécu comme le rejet de l'extérieur, mais je me suis rejetée moi-même. C'est ça, avec les blessures, je me suis rejetée moi-même. J'ai commencé à pas me trouver belle. Et quand je le dis aujourd'hui, vu que j'ai été mannequin, ça choque tout le monde. Mais je me trouvais pas jolie, je me rejetais totalement. Ce que je suis en train de faire, c'était même impossible, jusqu'il y a encore 10 ans. C'était juste pas possible. Et ça a été vraiment la porte d'entrée, cette semence-là de timidité. Donc une carapace qui est venue détruire, si je peux dire, oui, détruire complètement mon caractère, ma personnalité, mon unicité et ce que Dieu vraiment avait mis en moi.
Donc bien sûr, là, c'était même avant que j'aille à l'école, hein, parce que tu commences, oui, pile à 3 ans, et ça a continué, bien sûr, à l'école. Donc j'ai grandi, comme je disais, à l'école en Côte d'Ivoire, et c'est vrai que j'étais pas forcément le profil académique qui excelle, comme on peut l'entendre, surtout dans les sociétés françaises assez élitistes, où il faut rentrer souvent dans les cases, il faut être très bon à l'école, où il n'y a pas forcément... on va pas mettre en avant les profils un peu différents, qui vont être bons au sport ou dans d'autres types de profils. Et du coup, j'étais pas la meilleure élève, surtout mon passage en CP, ils ont même voulu me faire redoubler parce que j'avais pas bien géré la transition. Et ma mère aussi, à la maison, enfin... J'étais pas comprise. J'étais vraiment pas comprise, mais s'il y avait un point où je me faisais remarquer, c'était au niveau de mes qualités physiques. Donc, quand je dis qualité physique, que ce soit le sport ou que ce soit ma beauté. Et c'était les deux endroits, oui, où j'avais régulièrement des compliments. En sport, étrangement, j'étais assez timide, mais à l'école, j'étais tout le temps la première en course. Vraiment, j'étais celle qu'on choisissait en premier, justement, là où ce n'était pas forcément le cas dans la vie de tous les jours. J'étais vraiment douée pour ça. Et naturellement, les compliments venaient de là. Pareil aussi, je le voyais quand j'étais avec ma mère, on l'arrêtait régulièrement pour la complimenter, ta fille est jolie. Donc, je voyais que quelque part, ma valeur pour moi, à l'époque, ce qui s'est construit à cet âge dans la tête d'un enfant de 4 ans, 5 ans, c'était... Ah, du coup, il y a une chose pour laquelle on me remarque, c'est mon physique. Donc, c'est mes qualités physiques, que ce soit sport ou la beauté. Et c'est à partir de ce moment-là que vont se construire donc les forteresses de pensée, hein, comme la Bible dit, donc les pensées limitantes, où, sans le savoir, je vais commencer à me définir que ma valeur se résume à ça, en fait. Ah, je suis bonne qu'à être bonne en sport, du coup, ou par rapport à ma beauté. Et ce qui était étrange, c'est que quand bien même je me définissais uniquement par ça, je détestais le regard des autres sur moi. J'avais pas envie d'être mise en avant. Effectivement, à l'école, tous les crosses scolaires, je les gagnais tout le temps. Donc forcément, tu avais la remise des médailles. Et là, j'étais visible, mais ça ne me plaisait pas. Donc c'était assez étrange. Il y avait comme ce conflit en moi de... Ok, là, j'ai vraiment des acclamations, des applaudissements par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on me regarde. Quand on arrêtait ma mère pour lui dire que tu es jolie, que votre fille est jolie, ou même quand on me demandait mon prénom, j'étais timide à tel point que je ne pouvais même pas répondre. C'est-à-dire, je ne répondais pas, je baissais la tête. Donc, c'était... Je sais que ma mère a quand même eu du mal à gérer ça aussi. Elle m'a fait voir des psychologues pour essayer de comprendre pourquoi, en gros, même pour dire bonjour, c'est pas possible. Alors qu'en vrai, c'était parce qu'il y avait justement cette racine de rejet là, qui était déjà là depuis toujours, qu'il fallait juste traiter, casser pour que je puisse éclore. Et donc j'ai grandi comme ça jusqu'au lycée. Donc je suis restée en Côte d'Ivoire donc de ma naissance jusqu'en seconde, donc jusqu'à mes 16 ans. Et ensuite je suis arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France à la base, c'était justement pour le sport parce que j'ai fini par faire de l'athlétisme, vu que je me démarquais plutôt pas mal. Et j'étais sur Bordeaux au début, dans le sud. Mon père est de cette région-là. Et je faisais de l'athlétisme. Et comme j'étais plutôt douée, performante, les seuls compliments que j'avais même à la maison, par rapport même à mon père, c'était vraiment toujours rattaché à mes performances sportives. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai aussi que j'ai grandi dans un environnement où, malheureusement, on n'allait pas nous valoriser. Il n'y avait pas forcément de paroles valorisantes, même quand tu faisais quelque chose de bien. Peut-être par peur qu'on prenne la grosse tête, mais bon, aujourd'hui, avec du recul, moi qui ai des enfants, je sais que c'est quand même important de valoriser, de dire ce qu'on pense de nos enfants, de dire qu'on les aime, de dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, parce que ça semble anodin, mais ça construit vraiment des forteresses, des carapaces qui après ont des grosses conséquences sur notre estime, sur qui on est quand on grandit. Et c'est vrai que du coup, les seuls compliments que j'avais, les mots de fierté que j'avais, c'était très souvent par rapport à mes résultats de sport. En fait, quand je gagnais les crosses, j'étais championne d'Aquitaine à l'époque du triple saut. Donc, je me démarquais. J'avais fait même la une des journaux dans la région. Et là, je sentais la fierté de mon père. Je voyais qu'il était très content à chaque repas famille. Quand on avait des repas familiaux, et il sortait toutes les photos, il montrait. Donc, naturellement, c'est venu intensifier justement ce problème de valeur ou de me dire, bah, voilà, là, tu as des compliments. Là, on te valorise. On te valorise parce que tu es douée. On te valorise parce que tu es forte. Et à la même période, là, à cette époque, le mannequinat et tout, ça ne me disait absolument rien. Parce que même si je me faisais remarquer par rapport à mon apparence physique, j'ai jamais voulu désirer être mannequin. Moi, c'était vraiment le sport, justement. Je voulais faire du sport de haut niveau. Je voulais aller en sport-études. J'avais même été acceptée. Et puis, avec du recul, à l'époque, je n'étais pas chrétienne, je tiens à préciser. Donc, avec du recul, je sais que c'est Dieu
qui a permis tout ça, mais je me suis fait repérer tout simplement par une ambassadrice de la marque L'Oréal sur Bordeaux, qui m'a proposé, donc mon premier shooting, c'était pour participer justement à une campagne pour une gamme capillaire pour le marché entier. Donc c'est comme ça que ça a commencé, j'avais 19 ans je crois, à peu près 18-19 ans. Ça a commencé comme ça, mais au début sans envie vraiment de percer, je ne pensais même pas que j'allais être en agence pendant 10 ans, non, c'était... J'avais découvert que justement les photos me faisaient du bien, parce qu'à l'époque, s'il y en a ici qui connaissent l'époque Skyblog, c'était l'époque Skyblog, c'était les premiers réseaux sociaux, donc on faisait des photos, voilà. Donc j'avais remarqué que ça me faisait du bien de me voir en photo, de poser, et avec du recul, je pense que le Seigneur avait commencé justement à me guérir, à me restaurer, parce que quelque part, le fait de poser, c'était comme libérer les mots MAUX de mon corps. Et donc au début, c'est comme ça que j'ai aimé quand elle m'a proposé. Donc j'ai accepté bien sûr, mais dans ma tête, c'était bon, c'est juste un shooting en plus. Et suite à ces photos, quand la campagne est sortie, j'ai eu naturellement énormément de retours et de photographes de la région, donc à Bordeaux, qui ont commencé à me contacter, qui voulaient juste faire des photos avec moi. Et moi, je me suis pris au jeu, mais parce que vraiment, je me suis rendu compte que c'était très thérapeutique, comme je disais. Donc, je libérais vraiment ces mots de mon corps, ça me faisait énormément de bien. Et déjà, il y avait ce travail donc de guérir de toute cette timidité qui avait commencé à se faire en moi, mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais vraiment pas compte, à tel point que plus j'avance, plus là, maintenant, il faut faire un choix, c'est soit le sport, soit le mannequinat, parce que ça reste deux domaines qui sont très prenants. Et en plus, j'ai toujours eu... Alors, ce qui était paradoxal, c'est que malgré qu'il y avait toute cette peur, ce rejet de moi-même, j'ai toujours eu cette ambition que si je faisais quelque chose, ça allait être le top, le top niveau. Donc, forcément, pour moi, ce n'était pas envisageable de faire les deux comme ça en loisir. C'était soit tu fais de l'athlétisme et tu vises vraiment les championnats du monde, tu fais du haut niveau, soit tu fais du mannequinat et tu vas loin aussi, tu essaies d'aller loin. Et du coup, il y avait vraiment ce combat, mais je sentais que le mannequinat était en train de prendre de la place quand je suis arrivée sur Paris. Donc, je suis arrivée sur Paris en septembre 2013, et forcément, Paris, capitale de la mode. Et là, de plus en plus, de moi-même, je ne l'aurais pas fait, mais je vois vraiment que Dieu avait placé des personnes qui m'ont encouragée à chaque fois, qui m'ont vraiment encouragée, à des photographes, du coup, qui me disaient, mais tu es photogénique, tu as tout, mais pourquoi tu ne le fais pas professionnellement? Pourquoi tu n'essaies pas de rentrer en agence? Tu as tout pour toi. Donc, c'était aussi des paroles valorisantes, on venait encore combler quelque chose que j'avais pas l'habitude d'entendre, où il y avait vraiment un vide affectif, finalement une carence. Et du coup, je finis par me dire oui, c'est vrai. Et en plus, je commence à voir que ça me fait vraiment du bien. Et ce que je n'avais pas dit, c'est que dès que j'ai commencé à faire des photos, donc c'était Dieu, mais moi je ne savais pas à l'époque, mais j'avais vraiment cette voix qui me disait continue, tu as quelque chose à faire dans ce métier. Continue, c'est là que je te veux. Je savais que c'était Dieu, parce que j'avais quand même entendu dans mon enfance par ma mère, même si elle n'était pas croyante, pratiquante, elle avait ce background, donc je savais que c'était Dieu, que c'était Jésus, mais je n'avais pas de relation avec lui. Du coup, pour moi, bon, super, mais qu'est-ce que je fais de cette information? Mais par contre, je savais que c'était Dieu, et finalement, j'ai décidé de commencer à chercher des agences. Et là, ça a été encore une autre douche froide, parce que j'ai été confrontée du coup au diktat du métier. Et là, c'est comme si tu as toutes mes insécurités donc d'enfance qui sont remontées, là où justement tous ces compliments, finalement, ces acclamations par rapport à ta photogénie, le fait que tu peux plaire, même si j'en faisais pas ma force principale, pas du tout. Mais tu vois que des personnes qui te calculaient pas avant, même au lycée, du jour au lendemain, voilà, ils essaient de te parler parce que forcément, ça fait plaisir de dire on a une amie qui est mannequin. Et là, tout d'un coup, bah, tu vas en agence et on te fait comprendre que tu es trop grosse, sachant qu'à l'époque, je faisais 1m76 pour 59 kilos. Avec du recul, je me dis, ouais, j'étais extrêmement fine. Mais pourtant, on m'a dit, vous avez trop de hanches, trop de cuisses, trop athlétique, parce que justement, je faisais du sport. Et c'était très violent parce qu'on me disait clairement, votre visage, il est indéniable, il n'y a rien à dire, il est magnifique, il passe partout, mais le corps, ça ne va pas. Et c'est hyper violent, sachant qu'à l'époque, j'avais 22 ans, et 22 ans, j'étais considérée de vieille aussi. Pour commencer, oui. Oui, 22 ans pour le milieu, c'était considéré de vieux, puisque la plupart des filles, elles ont 14-16 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'on peut les manipuler. Avec du recul, je comprends mieux. Et donc, moi, j'étais considérée de vieille, donc pour eux, ça faisait trop. Ça faisait, bah, non seulement elle a des formes, enfin, je ne vois pas quelle forme quand je regarde les photos aujourd'hui, où j'ai plus de kilos avec les enfants, mais on me disait, elle a des formes athlétiques,
une autre case aussi, j'étais métisse, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on commençait à peine à avoir un peu plus de femmes métissées et noires dans les médias ici en France, mais aux États-Unis, c'était plus avancé. Donc, ça faisait trop pour moi, trop hors case, métisse, cheveux bouclés. En plus de ça, elle a des formes, non. Et du coup, là, ça a été vraiment très violent. Et c'est comme si toutes mes insécurités sont remontées, dans le sens où on m'a fait comprendre en gros que j'avais tout depuis petite pour ce genre de métier. J'ai même pas cherché à le vouloir, Seigneur. Je lui parlais, hein, j'avais pas d'intimité, mais je savais que c'était Dieu. Et là, finalement, on refuse. Mais ce qui m'a fait tenir justement, et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait parlé, c'était cette voix où il m'avait dit persévère, parce qu'il y a quelque chose que je veux faire avec toi. Continue. Donc, d'un côté, c'est ce qui m'a aidé à tenir, mais ça a réveillé toutes les insécurités parce que du coup, j'avais cette envie de gloire. Et j'utilisais Dieu, on va pas se mentir, où je disais de toute façon, moi, Dieu m'a dit que je vais percer dans ce métier, donc je vais percer. Mais en vrai, au fond, c'était justement toutes les blessures qui parlaient, où on a très tendance à utiliser Dieu, à dire gloire à Dieu, mais en vrai, non. C'est notre gloire qu'on veut, qu'on cherche à avoir. Et c'était vraiment ça. C'était finalement, j'avais cette envie de prouver, mais vraiment prouver que vous me rejetez, mais moi, je sais que j'ai quelque chose à faire parce que de toute façon, c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu. Mais finalement, c'était de l'amertume, c'était malsain. Et c'était tout ce rejet, toutes ces blessures-là qui parlaient. Mais finalement, j'ai réussi à trouver. Ça a mis du temps. Je sais que, ça a mis 1 an et demi, 2 ans, c'est beaucoup hein, quand tu cherches tout le temps continuellement pour réussir à avoir une agence finalement qui m'accepte, mais qui m'a quand même fait voir une diététicienne, hein, donc assez drôle. Mais bon, bien sûr, je suis pas tombée dans les extrêmes d'anorexie parce que c'est vrai que j'ai eu quand même la grâce malgré tout, malgré même que ça pouvait être dysfonctionnel parfois à la maison. Mes parents étaient quand même derrière, surtout mon père, pour me rappeler, ou ma mère, que je faisais pas ça pour l'argent. À l'époque, c'est ce qu'ils me disaient, puisque la plupart des femmes, elles le font souvent pour nourrir leur famille. Donc forcément, elles acceptent certaines choses parce que elles doivent nourrir derrière. Mais moi, mes parents me rappelaient quand même dans l'ensemble que tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça parce que ça te fait plaisir. Et voilà, donc ça m'a quand même gardé de pas tomber dans certains extrêmes, l'anorexie et consorts. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis du coup rentrée en agence, et ce que j'ai découvert et ce qui est paradoxal avec ce métier, c'est que on est incompris du grand public, de la personne dite lambda, où clairement, quand tu dis que tu es mannequin, tu as tous les clichés, hein, tous les clichés, les codes, les stéréotypes, fille facile, tu n'as rien dans la tête, sois belle, mais tais-toi. Donc, tu es rejeté du grand public. Et en même temps, à l'intérieur aussi, tu vis du rejet. Tu vis du rejet parce que on te demande tout le temps, même quand tu signes, ça ne veut pas dire que là, on m'a accepté, c'est fini. Non, c'est tout le temps, tu es analysé au moins de centimètres que tu prends. Moi, je rentrais de vacances, quand j'allais en Côte d'Ivoire, ils se disaient, bon, elle est retournée au pays, elle a dû manger des plats qui font grossir. C'était même des clichés. Donc, dès que je rentre, on me sortait le mètre pour me mesurer, pour voir si j'avais pris 1 centimètre de hanche et qu'on sort. Et c'est hyper dur parce que du coup, quand tu en parles à l'extérieur, en fait, on te fait comprendre. Moi, mes copines, c'était, bon, problème de belle fille, quoi. En gros, tais-toi. Donc, tu as ce rejet-là. Et tu as ce rejet aussi de l'industrie qui te fait comprendre que tu n'es jamais assez bien. Malgré que dès que j'ai commencé directement, j'ai booké. Donc, j'ai eu des contrats, comme on dit, tout ce qui concerne la beauté, donc le visage. Ou même, j'avais même d'autres choses, tout le corps qui dérangeait pas. Mais tu traverses une période où il suffit que tu as de l'acné. Enfin, on est des femmes, on a des hormones. Moi, j'ai été rejetée, on ne m'envoyait plus en casting parce que j'ai eu une période où j'avais des boutons. Alors qu'on sait qu'en plus, tout est retouché. Enfin, il suffit qu'il fasse ça, il l'enlève avec Photoshop. Donc tu vis vraiment tout ça. Et là, et en plus, on attend de toi que malgré tout ça, toute cette pression, c'est jamais assez. Et après, il y a eu l'ère des réseaux sociaux, donc Instagram. Et il y a des codes dans le métier. C'est plus tu postes, plus tu as des chances d'être repéré, plus les clients vont être contents. Donc on te le dit. En France, on te le fait comprendre subtilement, mais j'ai eu aussi l'opportunité d'aller à l'étranger, donc notamment les États-Unis. Et aux États-Unis, c'était carrément ouvert, c'est-à-dire une anecdote qui m'avait beaucoup marquée. Donc j'avais été prise en agence à Miami. Et ils aimaient mon profil, tout ça. Donc c'est drôle parce qu'on te dit, tu as tout pour réussir, ici tu corresponds au marché, donc tu as envie de dire, signez-moi et puis on commence. Mais par contre, ils regardent mon compte Instagram et à l'époque, c'était en 2016, je devais avoir 4000 abonnés, ce qui était déjà pour l'époque énorme. Et ils me disent, ah mais c'est pas possible, hein, ici il faut avoir minimum 10 000 abonnés pour pouvoir aller en casting. Donc voici les règles, voilà ce que tu vas devoir faire, c'est poster chaque jour, faire tel type de photos. Et finalement, tu te rends compte qu'on essaie de te mettre dans une box et on te fait comprendre que
ta valeur, c'est ça. Ta valeur, si tu veux être reconnu, et ça fonctionne même aujourd'hui dans tous les domaines, si tu veux être reconnu, si tu veux qu'on t'accepte, il faut que tu fasses ça pour te démarquer. Il faut que tu fasses cette trend parce que ça marche. Il faut que tu postes chaque jour parce que c'est ce qui va attirer. Et en plus, attention, il faut poster tel type de photo. Chose que moi, je rentrais pas forcément dedans parce que je trouvais que c'était pas forcément classe. Mais par moments, ils t'orientent. Fais plutôt ce type de photo et là, tu vas avoir la gloire. Les gens vont venir vers toi. Mais est-ce que ça nourrit? Même si je suis pas rentrée pleinement, tu commences à le faire vu que c'est les codes. Est-ce que ça nourrit en toi? C'est que tu es dépendante du regard de l'autre. Si tu n'as pas assez de likes, bah, tu supprimes. Moi, c'était ça. Si j'avais pas assez de likes, je supprimais la photo. Ou alors, je me disais, ah, cette photo, elle n'a pas eu la portée qu'il faut. Bah, peut-être que je suis pas si belle que ça, en fait. Peut-être que finalement, c'est moi qui me fais de l'illusion. Peut-être que finalement, j'ai rien à faire dans cette industrie. Et ça, c'est un combat intérieur que tu vis toute seule. Et au-delà même du métier de mannequin, les métiers d'influence, c'est la même chose aujourd'hui. Et ce que j'ai compris au travers de ce parcours, ce que vraiment, avec le Seigneur, ce qu'il m'a enseigné, c'est que ces industries-là, donc de mannequinat, influence, show business, on va dire, c'est des attrapes âmes blessées. Vraiment, c'est comme ça que moi, j'appelle ça. C'est des personnes, en tout cas, moi, je le vois aujourd'hui, bah, déjà, c'était mon cas, mais je vois vraiment que c'est des personnes qui étaient vraiment blessés, donc des blessures d'enfance. Et quand je dis vraiment, pas que les mannequins, stylistes, maquilleurs, globalement, bien sûr, heureusement, tout le monde ne l'est pas, mais globalement, c'est des métiers où c'est des personnes qui ont vraiment eu des blessures, des carences affectives. Et c'est des métiers où on va te promettre la gloire, te promettre que là, bah, justement, là, tu vas être accepté, là, ton talent va être accepté, là, tu vas faire l'unanimité. La soif de reconnaissance. Et forcément, pour une âme qui, à la base, est dépendante affective, n'a pas eu tout ça, bah, tu te dis c'est le jackpot, mais c'est parfait, là je vais être acclamé, c'est super. Mais malheureusement ce que ça fait, c'est là où je comprends que comment le monde, hein, la société fonctionne, c'est que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, c'est qu'à quel prix? Oui, tu vas avoir les acclamations, les applaudissements, mais au final tu souffres en silence, tu pleures en silence, ta valeur petit à petit, tu sens qu'on te... En fait, on te la bouffe, on prend réellement, et on te dit, voilà, c'est que si tu fais ça que tu as de la valeur. Mais alors que Dieu, il te dit, en fait, moi, ta valeur, elle n'est pas déterminée par tes likes, par ton physique, par tout ça. C'est par rapport à ce que j'ai fait à la croix, le sang qui a coulé, c'est suffisant. Et donc, déjà, il y avait toute cette réalité, finalement, que je vivais seule. Et du coup, sur le chemin, dans le parcours, je rencontre le Seigneur. Donc, long story short, mais j'accepte Christ. Et donc je comprends finalement que c'est lui qui m'appelle et là j'ai vraiment une intimité avec lui et donc je commence à comprendre donc le concept des églises parce que moi j'ai vraiment rencontré Dieu sur mon lit, hein, dans ma chambre. Après j'ai rejoint une communauté, donc je commence à comprendre comment ça fonctionne et moi je suis contente au fond parce que je me dis non seulement le grand public ne me comprend pas, je vis aussi des challenges dans l'industrie, bah, je pense quand même qu'à l'église on va me comprendre. Et là ça a été la douche froide, je crois que c'était les pires blessures. C'était le pire, parce que justement, malheureusement, les stéréotypes et les clichés sont aussi dans l'église. Et puis, on va pas se mentir, hein, être mannequin, il y a quand même l'exposition du corps, et ça plaisait pas trop. Et moi, j'étais tellement naïve, parce que j'ai tellement eu, par la grâce de Dieu, une vraie rencontre avec le Seigneur. Je vivais vraiment des choses fortes que je ne comprenais. En fait, je ne comprenais pas pourquoi les autres à l'église ne comprenaient pas. Quand j'expliquais ce qu'ils me disaient du corps, quand j'expliquais que c'était pas forcément mauvais, quand j'expliquais la profondeur du métier, que justement, tout ce que je dis, il y a des âmes blessées, mais les personnes, il y en a qui m'ont catalogué de Jézabel. C'était non, elle est pas sérieuse. En plus, malheureusement, dans le milieu assez... afro, hein, afro aussi, chrétien, africain, on a aussi tout un background culturel. Et donc, c'était, non, ça c'est les filles faciles. Elle, c'est sûr, elle vient pas de Dieu. Et il le pensait réellement. Et là, ça a été vraiment encore une claque pour moi, parce que tu te dis, mais finalement, Seigneur, quelle est ma valeur? Et ça, bien que j'avais donné ma vie à Christ, j'avais pas encore conscience. J'entendais, tu as de la valeur à mes yeux. Je lisais le fameux verset qu'on a lu tout à l'heure, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais j'avais l'information. Comme j'aime dire, j'avais l'information, mais je n'avais pas la révélation. Je ne comprenais pas réellement que c'était ce que j'étais. Et du coup, ça m'atteignait énormément, toutes ces réflexions-là de l'Église, de tout le monde, tout se rejette de partout, à tous les niveaux. Et ce que ça a créé encore, c'est que par contre, paradoxalement, c'est que j'étais très active sur les réseaux, comme je disais, et j'étais vraiment passionnée de la parole de Dieu. Du coup, j'ai commencé très rapidement à utiliser mes réseaux sociaux pour sa gloire. C'est-à-dire, dès que j'ai donné ma vie à Christ, j'étais toujours dans le mannequinat, mais j'ai commencé vraiment, moi, de mon côté, à vraiment inclure Christ. Donc, autant j'avais du rejet, autant je voyais que ça interpellait les gens qui se disent, mais
elle est mannequin, elle est jolie, elle aime Dieu, et en plus elle est assez profonde, parce que je le sentais. Que les personnes, donc, quand je partageais mes pensées, je faisais des stories à l'époque, où j'ai des mini-prêches en gros, je voyais que ça impactait vraiment les âmes. J'avais vraiment des retours de femmes, d'hommes, ça leur faisait vraiment du bien. Mais comme j'étais pas guérie moi-même, encore ce fameux vide, comme je dis, qui revenait de l'enfance, donc pas assez de paroles valorisantes, bah ça venait nourrir ça. Et quand j'avais pas d'applaudissements pareils, je me disais bah peut-être que je suis nulle, peut-être que j'ai pas bien entendu Dieu, peut-être que je prêche pas assez bien. Donc le même schéma en fait, je l'ai retrouvé même à l'église. Et je pense que d'ailleurs, je suis pas la seule. Moi, je le vois aujourd'hui et j'arrive à repérer. Je vois dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui se camouflent. On se camoufle des fois derrière les titres, derrière notre titre de pasteur, de ceci, de cela, mais parce que au fond il y a vraiment cette blessure, des fois des blessures beaucoup plus profondes, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été guéries, et qu'il faut restaurer. Et moi, c'était vraiment ça. Et c'était le même schéma. Seulement qu'à un moment, plus j'avançais dans ma marche avec le Seigneur, donc j'ai rencontré mon mari, et on approchait du mariage, je commençais vraiment à être, comme je vous dis, épuisée. Lessivée, parce que justement de vouloir à un moment plaire à tout le monde et être incomprise de partout, se sentir rejetée de partout, ça nourrit en toi que à un moment stop Seigneur, là j'ai besoin que tu me parles et que tu me dises qui je suis, parce que je suis en train de combler le vide partout dans toutes les sources alors que c'est peut-être pas là. Et je me rappelle que franchement c'est le Seigneur, juste avant mon mariage où j'ai eu à cœur, il m'a dit coupe tout des réseaux sociaux et juste je veux te parler en fait en cœur à cœur. Et c'est pendant ce temps que en fait, tout ce que je vous dis là, moi à l'époque, je ne savais pas que ça venait de là. J'étais dans le déni. On me parlait des blessures intérieures, mais ça me passait au-dessus de la tête. Pour moi, je n'étais pas blessée. Donc, je ne comprenais rien. Et c'est dans ce temps de cœur à cœur où vraiment le Saint-Esprit a fait son œuvre et il m'a vraiment envoyé, il m'a ramené à mon enfance. Il y a des scènes que mon esprit avait carrément occultées, rejetées en fait. Et qu'il m'a remis ça à l'esprit et il m'a fait comprendre que j'étais dans le déni. Il m'a dit, en fait, tu as vécu des choses douloureuses depuis l'enfance et peut-être que toi, ça te semble anodin, même beaucoup de problèmes aussi relationnels. J'avais aussi avec des amis, avec du recul, j'ai compris que c'était beaucoup de jalousie. Donc le Seigneur, en fait, m'a ramené tout ça à la surface et m'a dit, en fait, il faut que tu guérisses parce que c'est ça qui fait que justement, ta valeur, tu n'arrives pas à la voir. Et c'est parce que tu as vécu tout ça que tu te détermines par rapport au regard de l'autre. Et tu as beau être dans un métier d'image, tu as beau être une inspiration pour plusieurs, parce que finalement, être mannequin, c'est être une inspiration pour les femmes. Et il me disait, vaut mieux le faire en étant guéri, pour pouvoir justement parler aux femmes et leur faire comprendre que leur valeur n'est pas l'apparence, comme finalement, au-delà d'être mannequin, je crois qu'il n'y a pas une seule femme qui n'est pas blessée et qui n'a pas de complexe physique, j'en connais pas. Même Miss Univers, elles en ont par rapport à tout ça. Et il me disait, si tu veux changer la donne, Cindy, il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses, il faut que tu acceptes ton identité pour justement parler à mes filles et faire comprendre que leur identité, leur estime, c'est pas ça, c'est pas les réseaux, c'est pas ceci. Donc j'ai eu vraiment ce cœur à cœur là et c'est passé par le pardon. Parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas de guérison sans pardon. Et d'ailleurs, c'est la base même de la réconciliation avec Dieu, où je ne savais pas que j'étais blessée, que des personnes m'avaient blessée à ce point. Donc quand il me parlait de pardonner, j'étais là, mais pardonner quoi? Moi, j'ai déjà pardonné, je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais en fait, non, je n'avais pas pardonné, je pensais, mais je n'avais pas libéré en fait certaines paroles, certains mots. Et je me rappelle que j'ai dû vraiment pardonner, mais à une multitude et même à des institutions. Par exemple, symboliquement, j'ai fait des lettres où j'écrivais « Je pardonne à l'industrie des médias ». Tous les complexes que ça peut générer aux femmes. Je pardonne à mes enseignants, à tout ce que j'ai pu vivre à l'école, des situations humiliantes, à toutes ces personnes qui m'ont dit des paroles qui m'ont blessée, que j'ai acceptées dans mon cœur et qui ont déterminé, que je leur ai donné le droit de déterminer qui j'étais, alors qu'en fait, c'est pas ce que toi, tu dis de moi. Et quand j'ai fait ça, je le dis, mais physiquement, j'ai senti un poids qui est parti. C'était incroyable. C'est en l'espace de 2 jours, je me sentais plus légère. C'est comme si, physiquement, il y avait quelque chose qui m'avait lâché. Et c'est là où j'ai même compris ce verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos et que mon joug est doux et léger. » Parce que c'est vraiment un fardeau qui m'a lâché, qui m'a libérée. Et à partir de ce moment-là, il m'a aussi fait comprendre que je n'étais pas que mannequin. Parce que justement, comme je disais, quand depuis toute l'enfance, on t'a été repéré que par ton apparence physique, et que ce soit tes résultats sportifs, mais c'est aussi le physique. Hein. Et c'est des métiers très similaires, parce qu'il y a aussi l'image avec le sport, c'est pareil. Tu as aussi les photographes, tu as des contrats, donc très visuels. Donc là, le Seigneur me fait comprendre, Cindy, tu n'es pas que mannequin. Je veux faire bien plus avec toi.
non seulement tu vas te marier, donc tu seras une épouse, parce qu'on m'avait fait comprendre aussi, bah écoute, sois belle, mais tais-toi, hein, donc tu peux pas prendre soin d'une maison. Donc il a fallu aussi reconstruire tout ça. Et c'est quand je me suis mariée vraiment que là, on est vraiment allé en profondeur. Donc ça n'a pas été très simple, surtout quand j'ai eu ma fille. Ma fille est née, Vicky. La première année, ça a été... J'avais conscience que j'étais blessée, donc heureusement, mais ça a été tellement difficile parce que pendant 1 an, Dieu a permis que je sois que mère. Et donc, c'est-à-dire que justement, j'étais plus active sur les réseaux, j'étais plus sur mes shootings, j'étais plus à faire tout ça. Même si j'avais conscience que ça ne me définissait pas, je continuais. Donc, quelque part, ça nourrissait encore ce petit vide. Et c'est quand j'ai eu ma fille que tout s'est arrêté d'un coup. Plus de contrat, plus d'entrée d'argent. J'aurais pu continuer, mais je pense que Dieu a permis. Et aussi, comme je dis, ce métier est assez particulier. Dès que j'ai dit que j'étais enceinte, ils se sont dit, bon, déjà, on trouve qu'elle est grosse, alors là, maintenant, qu'est-ce que ça va être? Donc, stop. On ne va plus rien lui faire et ça a été très très douloureux, mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience que pendant des années, ah oui, donc j'avais laissé vraiment les autres définir qui j'étais. Et c'est à ce moment-là, c'est pendant tout ce temps que Dieu m'a vraiment parlé de aussi ce qu'il allait faire avec moi et que tout ça allait servir justement à bien plus grand que cette voix que j'entendais depuis, avant même d'être chrétienne, hein, que je vais faire quelque chose avec toi. C'était bien lui, mais ça allait pas arriver comme je le pensais, comme moi je l'avais imaginé. Ça allait justement par tout ce parcours, toutes ces épreuves-là, que je pouvais vraiment devenir ce message. Et aujourd'hui, donc pour finir, parce que je vois le temps... Pour conclure, je continue toujours. Donc, comme je dis, maintenant, je suis mannequin, mais j'ai quitté les agences, justement. Avec tout ça, j'ai eu la conviction, quitte. Et moi, mon projet, c'est de créer mon agence. Ce n'est pas encore le temps, mais c'est aussi de créer mon agence pour justement accompagner les femmes au travers de tous ces défis, en fait, psychologiques. Aussi les aider vraiment à s'aimer, à s'accepter, parce qu'il faut apporter cet équilibre. On peut être chrétienne, coquette, et aimer le Seigneur, mais aussi donc un peu faire le pont entre finalement l'Église et aussi les non-chrétiens et glorifier finalement le Seigneur. Et je suis très active sur les réseaux, toujours, mais maintenant avec vraiment des intentions beaucoup plus saines. C'est-à-dire je poste, mais je me dis pas si j'ai pas 100 likes, 200, 800, que sais-je, je vaux rien. Non, je pars du principe que c'est pour Dieu que je le fais et c'est lui qui amène les âmes en fait. Et si j'ai 2 âmes, c'est 2 âmes qui devaient voir 2 likes, qui devaient voir ce post-là, qui sont touchés. Si j'en ai 100, gloire à Dieu, mais j'essaie vraiment de me détacher de ça et c'est un travail quotidien, hein, parce que quand tu as été longtemps à définir ta valeur au travers de ça, tu dois toujours travailler, toujours te poser les bonnes intentions et sonder. Et voilà, mon projet à l'avenir, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans ce métier d'influence, image et au-delà de ça, même dans l'église, accompagner des femmes à se réconcilier avec qui elles sont en utilisant aussi le canal de la photo qui m'a beaucoup aidé à guérir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Cindy, avant les questions, on va passer aux questions juste après, mais on voulait faire un chant, si ça te va. Comme ça, Il faut bien que quelqu'un commence. Les mannequins, les artistes se mettent parfois des limites. Est-ce que vous êtes mis une limite, par exemple, pas de lingerie fine ou des choses comme ça ? La question, ça commence fort. Mais quand je parlais justement des rejets à l'église, c'était lié à ça. Parce que non, je ne m'étais pas mis de limite. Moi, je suis arrivée toute naïve. Parce que dès que j'ai donné ma vie à Christ, bien sûr que cette question, elle est... Mais bien avant même qu'on me connaisse, j'ai eu mon cœur à cœur avec Dieu et je lui ai dit, bon, alors c'est comment ? Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je ne peux pas ? Parce qu'à l'époque, j'avais une association. J'avais commencé déjà un peu à parler à la femme. Et le but de l'association, c'était justement de libérer un peu les femmes de tous les complexes qu'elles ont. Et c'était surtout pour répondre à une problématique qu'on a dans l'industrie du mannequinat. Donc moi, c'est beaucoup les femmes noires et métisses, bien sûr, principalement, mais je parle aussi à toutes les femmes. Et je trouvais il y avait beaucoup de caricatures autour de nous, stéréotypes et consorts. Et j'étais en train de faire un projet justement sur les complexes physiques. Et moi, je posais aussi, et le complexe que je voulais mettre en avant donc en photo, à l'époque, j'étais complexée de mes cuisses, justement, puisqu'on m'avait tout le temps dit dans le métier, tu as des cuisses athlétiques, tu as fait du sport, et donc j'allais poser un maillot de bain en 2 pièces. Et c'était pile au moment où je venais de me faire baptiser. Du coup, j'ai dit au Seigneur, bon, il y a ce projet-là, et il y aura d'autres personnes qui vont poser aussi comme ça. C'est comment, en gros ? Et honnêtement, j'ai eu mes réponses, et j'ai compris que ce n'était pas un problème, tant que la motivation était saine, et que juste faire attention à ne pas tomber dans la vulgarité. Juste, sois élégante, sois épurée, pose bien,
travaille avec des équipes qui justement ont cette ouverture, enfin qui sont renouvelées, comme j'aime dire, pas forcément des chrétiens, mais qui ne voient pas la femme comme un objet. Je pense que c'est ça le plus important. C'est poser avec des personnes qui ont cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, mon mari est photographe et même avant qu'il me rencontre, c'est la première converse qu'on a eue. Il est chrétien. Je lui ai dit, est-ce que tu acceptes que ta femme pose en maillot de bain, en sous-vêtements? Il m'a dit, ben, même moi, j'en prends en maillot de bain. Pourquoi je vais dire non? Mais aujourd'hui, quand je vois une femme comme ça, je n'ai pas de désir de, excusez-moi du terme, mais voilà, de faire mes affaires avec elle. C'est plus, je vois que c'est la créature de Dieu, c'est le corps, un corps féminin. Et donc, je ne me mets pas de limite, juste j'essaie de faire attention, mais au-delà même des maillots de bain, pour moi, même poser tout habillé, je demande à Dieu, est-ce que c'est élégant? Et même une petite anecdote, la seule fois où j'ai refusé, j'ai parlé aux équipes et j'ai dit, je ne veux pas que la photo sorte, c'était pas du tout en maillot de bain, c'était justement en jean, c'est juste qu'il m'avait collé un t-shirt tête de mort. Et là, pour moi, c'est assez explicite que c'est les ténèbres. Et c'est la seule fois où j'ai dit, la campagne sort, je ne veux pas qu'on la mette parce que je leur avais dit que je ne voulais pas, mais bon, ça n'a pas été accepté. Hein. Des fois, on a des petits combats aussi, hein, des attaques quand tu ramènes Christ sur les shootings. Mais en maillot de bain, j'ai jamais eu de soucis. Et c'est même moi qui combattais Dieu, comme j'aime dire, parce qu'à un moment, quand tu te fais rejeter de partout, même de l'église, j'arrive en shooting, c'était donc du maillot de bain. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu veux vraiment, je vais encore me prendre plein la figure? Et dans mon esprit, c'était, mais si tu le fais pas, comment tu enseignes en fait? Et comment ces âmes aussi qui sont là vont m'entendre. Parce que moi, j'ai eu à témoigner de Christ sur des shootings lingerie, où justement, t'es chrétienne et t'es parmi nous. Ça interpelle parce que les gens qui n'ont pas Dieu, ils se disent, mais Dieu, il ne va pas accepter comme je suis. Et comme je suis, et finalement, ils ne vont jamais vouloir donner leur vie à Dieu parce qu'ils vont se dire, mais si en même temps votre Dieu, c'est un Dieu d'interdit, bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, quelque part, j'enseigne aussi sur la relation, on va dire, que c'est plus une question de relation. Donc, voilà. Je me permets, est-ce que vous avez eu des problèmes vis-à-vis de... Souvent, il y a une relation conflictuelle entre mannequins. Est-ce que vous avez eu des problèmes vis-à-vis de ça ou pas? Avec les mannequins, c'est ça, entre nous? Pas forcément, mais c'est vrai que j'ai pas eu d'amis mannequins, sans vous mentir, j'ai pas. Même aujourd'hui, j'en ai pas. Hein, j'ai pas d'amis proches, vraiment mes amis, vrais amis. Il n'y a pas de mannequins parce que c'est triste. Hein, ce que tu dis, c'est réel. Hein, il y a beaucoup de concurrence. Et moi, je cherchais pas à rentrer dedans, mais je pense qu'inconsciemment, les filles, elles te voient vraiment comme un obstacle. Donc c'est difficile quand même d'avoir des vraies relations saines. Je pense que certaines ont réussi, mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal parce que c'est bien connu déjà, les femmes entre elles, déjà comme individuellement, on ne sait pas qui on est, parce que je pense que mon parcours, c'est le parcours de toutes les mannequins, honnêtement, où on est rejeté tout le temps. Et du coup, forcément, tu veux juste éliminer l'autre. Tu vois une fille qui potentiellement peut prendre ta place sur un gros... Quand des fois, on est deux sur les grosses campagnes, elles ne vont pas vouloir être amies avec toi. Moi, je sais que j'arrivais en shooting, en casting, je dis bonjour, enfin normal, quoi. On est dans la salle de casting, mais on ne te répond pas. Tu sens que les filles ne te répondent pas et qu'il y a vraiment cette concurrence-là. Donc, moi, ce que je faisais comprendre, j'essayais de faire comprendre aussi par mon caractère, mon attitude, et je pense que c'est aussi une manière d'envoyer Dieu. C'était justement que pour moi, ce qui est pour toi est pour toi. Si tu as été prise, c'est que c'était à toi et c'est pas à moi. Et si j'ai été prise, c'est que c'était pour moi, mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que moi ou que je suis mieux que toi. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est quand tu grandis dans ton estime, ton identité, que tu peux faire ça parce qu'on te compare tout le temps, on te dit tout le temps, on vous met en compétition en fait. Donc voilà. Bonjour, ma question c'était justement si on a la blessure d'estime, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les femmes qui ressentent un peu la même chose? Pardon? C'était déjà mon challenge de prendre la parole. La blessure d'estime là. Après, en fait, l'estime c'est une conséquence, un manque d'estime plutôt, je dirais, c'est une conséquence déjà d'une des 5 blessures là, donc rejet, abandon, humiliation, injustice, je crois, et la dernière, je ne m'en rappelle plus. Mais peut-être déjà nommer laquelle des blessures vous avez. Et moi, je sais qu'un des livres qui n'est même pas chrétien, mais qui m'a aidé, c'est Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Apprendre ce qu'il y a à apprendre, on laisse le reste, mais ça aide à comprendre déjà la blessure qu'on a, la posture qu'on a. Donc je dirais déjà nommer la source, d'où ça vient. Moi, j'ai pu aujourd'hui témoigner, mais parce qu'il y a eu tout ce travail d'introspection qui a été fait et j'ai compris que c'est parce que j'avais cette blessure qu'il y a eu une carapace en moi qui s'est formée et qui a construit un caractère qui n'était pas mon vrai caractère à la base. Et à partir de là, j'ai pu déconstruire. Mais déjà, je pense diagnostiquer d'où vient cette blessure, ne pas hésiter à se faire aider, que ce soit par des psychologues chrétiens ou non. Parce que je sais que souvent dans le monde chrétien ça peut être mal vu, mais voilà, c'est des personnes qui sont diplômées que Dieu utilise aussi pour au moins
avoir déjà ce premier diagnostic et après, c'est avoir ce travail, donc au-delà du côté spirituel, mais après associé aussi à... Parce que moi, je pars du principe que c'est Dieu qui guérit. Les psychologues, les médecins, tout ça, ils peuvent donner des tips, tout ça, mais c'est vraiment Dieu qui guérit. Parce que vraiment, ce qu'il me disait aussi, et qui est la phrase même que j'avais à cœur même de partager là, c'était: il faut vraiment que tu fasses comprendre que les gens doivent comprendre que leur valeur est tellement grande à mes yeux qu'elle a valu en fait mon sang. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus grand. C'est ni l'argent, ni rien ne pouvait. C'est le sang de Jésus qui nous réconcilier à notre vraie identité. Et c'est vraiment de, comme je disais, se saisir vraiment de la croix de Dieu, enfin de l'œuvre de la croix. Pas juste, ok, j'ai entendu, il est mort pour moi, mais concrètement, ça veut dire quoi? Moi, c'est vraiment ce qui m'a guéri, quoi. C'est-à-dire, au-delà de juste des petits tips comme ça, mais ça m'a guéri. Vous nous avez dit que par rapport à l'Église, donc ça a été un peu compliqué. Comment vous avez pu vivre justement et peut-être dépasser ou vous décaler et continuer à vivre dans l'Église malgré ce sentiment de rejet que vous avez eu? Très bonne question. Je pense que j'avais quand même quelques personnes qui comprenaient et ça a fait la différence. C'est vrai qu'elles n'étaient pas nombreuses, mais j'étais déjà avec mon mari qui était mon fiancé à l'époque et je pense que c'est lui qui récupérait, il a pris tout, il me ramassait à la petite cuillère. Mais le simple fait que lui comprenait, parce que déjà il était plus mature, on était dans la même industrie, ça m'a aidé à m'accrocher parce que je voyais que, au-delà du fait que c'est mon époux, je voyais, ok, bon, c'est un frère en Christ, comme on dit, mais qui aime vraiment Dieu et qui ne me juge pas à l'apparence. Donc certainement que, bon, si lui il croit, il y en a d'autres. Il y avait aussi ma témoin de mariage qui est très bonne amie aujourd'hui, qui pour le coup, elle a eu un témoignage très positif. Au début, elle ne comprenait pas aussi, mais justement, je n'ai pas ressenti avec elle ce rejet. C'est juste, je ne comprends pas, on n'a jamais vu ça, mais d'un autre côté, elle était attirée à me parler, elle n'arrivait pas à l'expliquer, et du coup, certes, au début, elle n'a pas compris, et pour elle, ce n'était pas possible, mais en cherchant à me connaître, elle a vu que déjà mon témoignage, comprendre, voilà, elle voyait que j'aimais vraiment Dieu, et quelque part, elle m'a demandé pardon, et elle a été aussi dans le soutien. Donc de voir déjà qu'il y avait ces minorité là, ces deux personnes qui étaient là pour m'accompagner, ça a fait la différence. Et puis je continuais quand même à aller à l'église. Je pense que j'arrivais malgré tout à dissocier que eux c'est les hommes, mais c'est pas Dieu. C'était peut-être inconscient, mais j'arrivais à faire la différence que c'est l'église de Dieu, ce sont ses âmes, ce sont ses enfants, mais c'est pas Dieu. Donc ça reste encore le regard de l'autre. Et puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais compris, malgré que c'était très douloureux, que Dieu se servait de ça pour me guérir, parce qu'il me l'a même dit. Il m'a dit, je me sers de tout ce rejet pour que justement tout ce que tu as depuis l'enfance, ça éclate en fait d'un coup, on crève l'abcès comme on dit, et là tu es libre. En fait, tu n'as plus besoin du regard de l'autre, et le plus important, c'est mon regard. Donc c'est étrange, mais moi, dans les larmes, je bénissais toutes ces personnes et je leur disais merci, merci de me rejeter, parce que finalement, vous êtes en train de inconsciemment m'élever en fait. Donc c'est ce qui a fait la différence pour moi. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu une relation genre amicale, mais genre des amis à vous, qui, à un moment, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ils étaient là juste parce que vous étiez mannequin? Et juste pour ça. Oui. Alors, sur le moment, je me suis peut-être pas rendu compte, mais bon, mon mari doit être en train de rigoler parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, justement. C'est que beaucoup de mes relations, et même jusqu'à là, récemment, que j'ai vraiment ouvert les yeux, beaucoup de mes relations étaient très intéressées. Très, très intéressée par le fait que, oui, j'ai fait du mannequinat, le fait aussi, même dans l'église, que quelque part, Dieu lui donne un espace pour s'exprimer. Et puis aussi, c'est triste, mais plus tu commences à guérir et plus tu commences... Alors, je pense que ça plaisait à certaines personnes quand j'étais pas sûre de moi. On va pas se mentir, quand je marchais sans savoir qui j'étais. Mais dès lors que j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais, là, j'ai vraiment vu... J'entendais tout le temps les gens sont jaloux, mais moi je me disais, mais il faut arrêter de tout ramener à la jalousie, dans la vie, il n'y a pas que ça. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été un cas, c'était réel, c'est qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de moi et je ne le voyais pas. Et c'est vraiment quand j'ai pris conscience de qui j'étais, que mes yeux se sont ouverts, que je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là juste pour manger à la table, mais sans apporter, et qui au fond ne m'aimaient pas. C'est ça en fait, le pire, c'est qu'ils aiment ton aura, ils aiment tes conseils, ils aiment ton charisme, ils aiment ce que Dieu fait de toi, mais dans le fond, si tu as un problème demain et que ils seront pas là en fait. Donc là, ça a dû aussi prendre en moi de me poser. Enfin, j'ai dû être humble de me poser parce que j'avais énormément de problèmes relationnels et je me rendais compte que même avec des chrétiens et tout, ça se finissait toujours de la même façon. Ça se finissait toujours pour des histoires qui n'avaient aucun sens. Et pour moi, je comprenais pas comment, quand on considère quelqu'un, on pouvait arrêter du jour au lendemain la nexter
pour ça en fait, parce que c'est pas ça l'amour. Et puis la Bible est claire, on se prend la tête, c'est ok, mais tu arrêtes pas de parler à quelqu'un que tu dis que tu aimes réellement. Et c'est là je me suis rendue à l'évidence, mais en fait les gens ne t'aiment pas, enfin c'est le Seigneur, hein. Les gens ne t'aiment pas, Cindy, en fait ils aiment ce que tu dégages, mais ils ne t'aiment pas réellement. Et là franchement il y a eu un tri radical, et maintenant je peux dire que oui, j'en ai pas beaucoup de vrais amis, mais ceux qui sont à côté de moi, et on se parle pas tout le temps. C'est des personnes qui en vrai en plus ils apprécient tout ce que je fais, mais ils sont pas en mode là ouais, c'est trop bien. Enfin ils sont équilibrés, et du coup ça se passe très très bien. Donc voilà. Bonjour. Tu dis que tu as un nouveau rôle maintenant, c'est d'être une maman. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter, tout ce que tu as vécu et tout ça? Comment tu le vois maintenant dans ton rôle de maman auprès de Vicky et Noam? Alors, je dirais que déjà, la maternité, ça m'aide même pour la mission, en gros, finalement, pour le leadership. Ça m'a vraiment formée. C'est vraiment ce que je dis, parce que je connais les promesses de Dieu sur ma vie, même bien avant tout ça. Malgré que j'avais des blessures, je savais ce que, globalement, on n'a pas tout, mais je savais ce que Dieu voulait faire. Il m'avait clairement dit que tu allais être un leader, tout ça. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas trop comment ça allait venir. Et moi, j'avais ma façon, je pensais que ça allait venir... je ne pensais pas que ça allait passer par la maternité. Et c'est justement quand je suis devenue maman qu'il m'a dit, mais là, tu es dans le terrain de formation pour ce que je veux faire avec toi, et t'apprendre justement, former vraiment ton leadership, t'équiper. Mais parce que être maman, il n'y a rien de mieux être parent pour être déjà à l'image de Dieu. Donc ton caractère qui est bien brisé, bien transformé, faire preuve de maîtrise de soi, de discipline, d'organisation. Donc ça a été vraiment tout ça, de guérison aussi, comme je dis, de guérir vraiment tes blessures, vraiment tes traumatismes de l'enfance, pour pas transmettre aussi. Et moi, ça m'a vraiment transformée, équipée, et je pense que ça a été le moment où je me suis dit, mais c'est au-delà de toi. Il ne s'agit pas de toi, Cindy, c'est justement soit tu continues avec tout ça, et ta fille et tous tes enfants, et donc toutes les générations récupèrent ça, parce que ma mère, elle avait des traumatismes, mais comme je dis, ça venait de sa relation avec sa mère, qui certainement, elle aussi. Donc ça s'arrête avec toi. Et à partir de toi, tout ce qui sortira de toi, ta fille, tes filles, mais ton fils aussi, c'est une autre histoire. Et du coup, ça a été le gros déclic. Et ça m'a aidé aussi même dans mon leadership de façon générale, quand je parle avec des femmes, dans mes relations aussi. Moi qui suis appelée à accompagner des femmes à savoir comment transmettre. Finalement, c'est un peu materner quand tu es un leader. Tu maternes, mais bien sûr en mettant un cadre. Donc voilà. Elle doit prendre le train avec son mari et ses enfants. Donc voilà, c'est une dernière question. Non? À juger vendu. Donc il va... Oh oui, je crois, ce que tu dis, tu le feras. Là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses.